Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler loup-garou. Oui, lycanthropie. Lycanthropie, voilà. Donc on remonte dans les années 80, c'est un film de 1981. Ça s'appelle Le loup-garou de Londres et c'est réalisé par John Landis, cinéaste culte aux États-Unis. L'auteur du clip Thriller. Ah oui, bien sûr. Pour Michael Jackson. Donc c'est pas rien. C'est un cinéaste, si vous voulez, qui est classé dans les comiques et qui a fait des œuvres vraiment cultes aux États-Unis, moins appréciées en France. C'est vraiment un humour quelquefois un peu salace, quelquefois trivial, typiquement américain. American College, avec notamment Donald Sutherland, Hamburger Film Sandwich. Ouais, oui. Je suis pas fan. Hein. Oui. The Blues Brothers, plus connu. Oui, comédie musicale. Comédie musicale, sympathique. Aussi un comique. Musicalement sympathique. Effectivement, son meilleur film, à mon sens, dans le genre comédie, c'est Un fauteuil pour deux. Ouais. Une excellente comédie, vraiment, celle-là réussie. Assez fine d'ailleurs. Hein. Oui, avec un super concept. Un super concept et une très belle Jamie Lee Curtis. Ouais. Là, il aborde le fantastique dans ce film, ce qui est a priori pas sa tasse de thé, on va dire, même si dans Thriller, hein, il y a un côté fantastique dans la vidéo. Et il retournera au fantastique avec un film, à mon avis, moins réussi, qui est Innocent Blood, avec Anne Parillaud, ex-Madame Besson, Nikita, en vampire. Mais c'est un cinéaste qui est vraiment adoré aux États-Unis. Il fera une parodie de western aussi, Three Amigos, assez lourde. C'est un admirateur de pas mal de cinéastes un peu déjantés comme Russ Meyer. Ça vous dit rien, Russ Meyer? C'est un cinéaste qui était obsédé par les grosses poitrines et qui les mettait dans ses films qui s'appelaient Vixen. Vixen, ça veut dire renard, hein, mais bon. Il adore ce cinéaste. Mais il reste très intéressant. Ouais, alors Charles, on peut aussi signaler qu'avant d'être réalisateur, il a commencé sa carrière comme cascadeur, et en particulier dans Il était une fois dans l'Ouest. Oui. C'est génial, je Petit trouve. film, là. Hein, ouais, petit film. Oui, absolument. Landis, d'ailleurs, certains, dans l'article que j'ai lu, le considèrent comme un touche-à-tout. Ouais. Oui, on sent que c'est quelqu'un qui a des facilités. Cinématographiquement, il semblerait, d'après là aussi ce que j'ai dit, qu'il s'intéresse autant à la technique qu'à l'écriture. Ouais. Donc le côté, disons, un peu intello, si on peut dire, du film, et le côté technique. Ça peut se voir, hein, quelquefois. Oui, et puis j'ai même lu que justement ce projet du Loup-garou de Londres, il l'avait déjà écrit en tant qu'adolescent ou un peu plus tard, et que ça lui tenait à cœur, et quand il a eu l'occasion de le faire, il l'a fait. Donc le loup-garou de Londres, comme son nom l'indique, c'est un loup-garou à Londres. Donc c'est l'histoire Ça commence en Écosse. Hein. Ça commence en Écosse. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes Américains qui parcourent l'Écosse en tant que touristes. Et là, ils sont attaqués par un loup-garou. Oui. Et il y en a un des deux qui meurt, l'autre se réveille à l'hôpital, et il se trouve qu'il a été blessé, et quand on est blessé par un loup-garou, on devient soi-même un loup-garou. Et c'est ce qui va se produire. D'ailleurs, dans ce film, il y a une scène qui a marqué l'histoire des effets spéciaux, c'est la transformation du personnage principal en loup-garou qui est extraordinaire. Hein. Rick Baker. Rick Baker qui a eu un Oscar, mais là, elle a mérité. Ah ouais, c'est vraiment extraordinaire. Bien foutu, hein. Extraordinaire, oui. Alors la thématique du loup-garou, on va pas dire qu'elle est fréquente au cinéma, mais elle est récurrente quand même. Hein. Oui. Dans les années 40, il y a eu plusieurs films de la Universal, bon, assez kitsch dans l'ensemble. Un excellent film de la Hammer, La nuit du loup-garou, de Terence Fisher, qui révélera l'acteur Oliver Reed. Ouais. Puis il y aura des petits films de série B à oublier, ce film de Landis. Il y aura un film de Mike Nichols, Wolf, avec Jack Nicholson. Ouais. Là, le problème, c'est que Mike Nichols, c'est pas du tout un réalisateur de films d'horreur, donc ça colle pas. Mais bon, musique de Morricone, hein, quand même. Et puis, récemment encore, quelques films avec cette thématique qui est assez cinématographique. Ouais, dont un film anglais qui est assez original, dont on parlera sûrement très bientôt. The Beast Must Die, mot à mot, la bête doit mourir. Très intéressant. Yes, donc voilà le thème du loup-garou. Donc là, Landis l'aborde, comme il aborde tous ses films, il a une espèce de cinéma de facilité qui fait que
dès les premières images du film, on rentre dedans. Enfin, il n'y a pas tant d'adaptation, donc ça, c'est vraiment génial. C'est que les effets spéciaux sont super bien faits. Oui, oui. Il y a un côté parodique qui fait qu'on rentre rapidement dedans, mais qui a un effet un peu secondaire. Le problème de la parodie, enfin moi j'ai souvent du mal avec la parodie, que ce soit des parodies de western, du genre Le shérif est en prison, que ce soit des parodies de films d'horreur. Il y a Polanski, on a réussi une avec Le bal des vampires. Là, le mélange parodie horreur, pour moi, ne fonctionne pas à 100%. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Charles, c'est-à-dire, soit on va dans la parodie 1000%, genre Tonnerre sur les tropiques, ou ok, là on se marre, on y va pour se marrer, ça marche. Mais à chaque fois qu'on veut comme ça jouer un petit peu parodie, en particulier avec les films d'horreur, c'est un peu compliqué. Donc le film, on rentre dedans très facilement, l'intrigue très simple, tout très simple, mais c'est un peu trop facile, et le côté parodique fait que ça va pas très loin dans la psychologie. Donc voilà, donc le film, on le regarde, c'est sympa, c'est un bon film, c'est agréable. C'est un des meilleurs films d'ailleurs, je trouve, sur les loups-garous. Parce que je suis pas fan de Wolfen, Hurlement, je trouve qu'ils sont même moins bons. Mais on attend toujours the film de loup-garou qui nous fera sauter au plafond. Celui-là est agréable, il est sympa. Et je reviens encore une fois sur les effets spéciaux. On s'assimile assez bien à l'histoire quand même. Et le fait qu'il n'y a pas d'acteur connu. Il y a une jeune actrice qui est Jenny Agutter, je voudrais dire un mot sur elle, non pas qu'elle a fait une grande carrière, mais je la trouve très bien. Elle avait joué dans L'âge de cristal. Ouais, c'est étonnant. Logan's Run, qui fera un feuilleton qui était pas inintéressant. Mais le fait qu'il n'y ait pas de star ou de vedette, c'est à mon avis un avantage. Oui, c'est un avantage, surtout que l'interprétation est vraiment juste. Très bien. Donc voilà, en tout cas, je reviens encore une fois sur ces effets spéciaux. Il y a une scène comme ça de cauchemar. Là, le personnage principal, il fait un cauchemar et il y a des nazis qui débarquent en mort-vivant. Waouh, non, mais vraiment, au niveau effets spéciaux, c'est vraiment spectaculaire. Je peux dire un mot de la musique ? Donc la musique qui ne restera pas dans les annales, il faut le dire tout de suite. Bon, il y a beaucoup de chansons, dont Blue Moon, qu'on entend souvent dans les films, qui est très bien. C'est d'un très grand compositeur, Elmer Bernstein. C'est l'homme qui a fait L'Homme au bras d'or, une musique qui a révolutionné la musique de film pour Préliminaire, les 10 commandements, c'est CP2000, les 7 mercenaires de John Sturges, la grande évasion, etc., etc. C'est vraiment un grand bonhomme. Landis l'a souvent utilisé. Les films que j'ai cités avant sont mis en musique par Bernstein, mais chez Landis, c'est plutôt... On ne se souvient pas de la musique. Non, c'est ce que j'allais dire. D'accompagnement, entre guillemets. C'est ce que j'allais dire. Là, ce que tu m'apprends, je me dis, mince, c'est dommage que dans ce film-là, il n'ait pas montré l'étendue de son talent. Parce que voilà, la musique est bien, mais je me souviens plus des reprises Blue Moon, que vraiment de sa composition originale. Je pense que c'est voulu. Bon, Fauteuil pour deux est peut-être la meilleure qu'il ait faite pour Landis, où elle est enjouée, parce qu'il vient du jazz, comme Lalo Schifrin, comme Quincy Jones surtout. Ces gens qui viennent du jazz sont souvent très capables en lyrique, les 10 commandements, etc. Et là, je pense que c'est voulu qu'on ait une musique qui est là, mais qu'on n'entend pas, mais qui est là. Quand même. Voilà. En tout cas, Elmer Bernstein, un grand compositeur, rien à voir avec Leonard Bernstein, le chef d'orchestre, l'auteur de West Side Story. Je me disais que j'avais déjà entendu ce nom-là, mais je confondais avec ça n'a rien à voir. Elmer a même un fils, Peter Bernstein, qui a aussi fait des musiques de films, enfin moins réussis, notamment un truc érotique qui s'appelle Boléro. D'accord. Baudérec. Baudérec, Oui, Baudérec, qui est beau, qui est belle. En tout cas, voilà, mais le film, donc encore une fois, là, c'est pas un défaut, la musique, c'est pas un défaut, disons. Non, pas du tout, elle est bien la musique, mais le film est bien, on vous le conseille, il est à voir. Mais cette histoire comme ça, qui manque de profondeur, et même les moments qui normalement devraient être terrifiants, je sais qu'à un moment, son copain qui est mort revient le voir plusieurs fois, et il est vraiment, alors pour le coup, il est vraiment mort-vivant, et normalement on devrait avoir peur, mais Landis, il dédramatise tout, et à chaque fois, il y a ce côté comme ça, limite parodique. Avec peut-être... Qui est sympa, et sur le coup, c'est sympa, mais à la longue, ça enlève des qualités du film. Oui, et la production voulait sans doute que ce soit un film, sinon tout public, du moins pour le plus large des publics, à défaut des trop jeunes enfants.
Mais c'est aussi le côté qu'on retrouve dans Thriller. C'est exactement ça. Les morts vivants sont super bien foutus, mais ils sont comiques, quoi. Les morts vivants qui dansent du Michael Jackson. Je suis désolé, mais pour un fan de zombies comme nous, on est de l'école des zombies de Fulci ou de Romero. Les zombies, ils dansent pas sur du Michael Jackson. Mais tous les autres zombies sont pas bons, hein, à part les deux cités, Romero et Fulci. Enfin, il y en a peut-être, mais pas beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est un film intéressant. Même si vous êtes allergique à ce qu'on appelle le film d'horreur, vous pouvez y aller. Oui, voilà. Et ça c'est l'avantage, c'est que c'est grand comme le bal des vampires de Polanski. C'est pas destiné. Voilà, c'est pas destiné au public vraiment assoiffé, j'allais dire, de sang ou de violence crue. Donc, John Landis, le loup-garou de Londres, qui connaîtra non pas une suite, je terminerai là-dessus, mais appelons ça une séquelle moins réussie, le loup-garou de Paris. Ouais. Avec des acteurs français, dont Monsieur Thierry Lhermitte. Bon bronzage. Ouais.